Alors, nous voici de retour ce matin pour notre deuxième table ronde sur l'ancrage du nucléaire dans les territoires. Et cette session va être consacrée à l'emploi et la formation. Et donc, pour la table ronde, j'ai l'honneur d'accueillir Cécile Arbouille, qui est déléguée générale du GIFEN, Bernard Fontana, qui est en train de se connecter, qui est CEO de Framatome, Guillaume Duraud, qui est président d'Orano Projects et qui est vice-président de la SFEN, et enfin Christophe Hervé, qui est directeur de l'action territoriale à la direction du parc nucléaire et thermique d'EDF. Alors, quelques instructions. Nous allons d'abord échanger avec nos invités pendant 30 minutes et puis nous aurons à peu près 30 minutes de questions. Alors, pour poser ces questions, vous devez quitter le mode plein écran. Donc, il y aura une interface qui vous permettra de poser vos questions au fil de l'eau. Donc, vous pouvez commencer dès maintenant. Et donc, on va commencer par Cécile Arbouille. Donc, Cécile, vous êtes déléguée générale du GIFEN. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la présence du nucléaire dans les territoires et aussi quelles actions le GIFEN développe aujourd'hui, justement en faveur de l'emploi et de la formation? Oui, merci Valérie et puis merci beaucoup d'avoir invité le GIFEN à participer à cette table ronde. Alors, ce que je vais vous dire en quelques mots, vous rappelez déjà que la filière, c'est 220 000 emplois sur l'ensemble du territoire et qu'on a une répartition qui est assez uniforme sur l'ensemble des régions. Donc, je crois qu'il y a une carte, je ne sais pas si elle va vous être projetée. Voilà. Donc, vous voyez sur cette carte que, en fait, alors, on a l'Ouest qui a un petit peu moins d'emplois que les autres régions, hein, mais ça, c'est dû, en fait, à ce que les emplois sont implantés, évidemment, au plus près des sites nucléaires, donc les centrales, les usines du cycle, les installations de stockage ou de traitement des déchets. Et ceux-ci sont répartis sur tout le territoire. Donc les emplois suivent cette répartition. Donc ça veut dire que dans chacune des régions, on a une dynamique au niveau de l'emploi, puisque globalement, on sait qu'il va y avoir plus de 20 000 personnes qui vont être embauchées sur les 2-3 ans à venir. Et ça, c'est quelque chose qui se traduit évidemment de la même manière au niveau de chaque région. Les emplois sont des emplois très variés, donc ça, quelle que soit la région. Donc à la fois au niveau du collège, puisqu'on a une répartition quasiment équitable entre le collège ouvrier, le collège technicien et le collège cadre. On a aussi comme caractéristique dans le nucléaire d'avoir plus de 100 métiers, donc une grande diversité, des métiers techniques, des métiers d'appui, des métiers commerciaux aussi, des métiers juridiques. Donc ça, c'est une caractéristique qui est assez très intéressante. Et puis, on a aussi une variété dans les niveaux de formation, puisqu'on recrute des personnes depuis le CAP jusqu'au Bac+5 et au-delà. Donc voilà. Une autre des caractéristiques du nucléaire dont je voulais vous parler, mais qui est commune à l'ensemble de l'industrie, c'est qu'il y a certains métiers qui sont dits en tension, c'est-à-dire sur lesquels on a du mal à recruter. Alors, ce ne sont pas, comme je vous le disais, des métiers qui sont spécifiques forcément au nucléaire, c'est plutôt des métiers industriels. Donc, vous allez avoir des tensions sur le métier de soudeur, le métier de chaudronnier, le métier de tuyauteur, d'électricien industriel, par exemple. Alors, nous, au GIFEN, on essaye de se préparer à ça, de se préparer à maintenir les emplois dans cette filière et notamment sur ces métiers en tension. Donc, on a préparé un EDEC. Donc, l'EDEC, c'est un engagement de développement de l'emploi et des compétences qu'on a proposé à l'État et qui va être signé dans les prochains jours. Donc, l'État va nous subventionner pour dérouler des actions que l'on a identifiées. La première action, ça va être de bien diagnostiquer où sont les emplois exactement et où sont les emplois
qui peut-être manqueront demain. Donc à la fois dans quelle catégorie d'emploi ils se situent, dans quelle région peut-être. Ensuite, à partir de ce diagnostic qui sera très précis, on va réfléchir à mettre en place les formations adéquates par rapport à un plan de charge qui est d'une part donc, maintenir le parc existant et d'autre part construire 6 nouveaux réacteurs puisque c'est un schéma que l'on porte au GIFEN. Et puis en parallèle de cette analyse et de ce plan d'action sur les formations, on va mettre en place, on met déjà en place, on va continuer à mettre en place des actions d'attractivité puisque au-delà d'avoir des formations, il faut que les jeunes, il faut que les gens qui sont en reconversion viennent se former dans ces métiers qui sont intéressants, mais pour ça, il faut encore qu'on leur explique et qu'on leur montre que effectivement cette filière elle est riche, que les métiers sont intéressants et que les emplois sont nombreux. Voilà ce que je voulais vous dire des emplois dans la filière et des actions que nous on mène au GIFEN sur le sujet. Merci beaucoup, Cécile. Donc, Guillaume Duro. Donc, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les implantations territoriales d'Areva, pardon, d'Orano, mon Dieu, et aussi, du coup, les actions que vous avez en place pour le recrutement, la formation, et puis les écosystèmes territoriaux que vous avez avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Oui, bonjour. Donc, je vais essayer de faire à peu près succinctement. L'innovation, tout d'abord, c'est un de nos 3 piliers au sein d'Orano, au même titre que l'excellence opérationnelle et la satisfaction du client. Donc, si je dis ça, c'est que très clairement, on a une priorité très forte qui est attachée et qu'on souhaite accentuer. Et on estime que notre innovation, elle passe et elle doit forcément passer par les relations qu'on a avec les entreprises sur le territoire et en particulier avec les PME et les startups. Donc, on peut avoir des actions qui sont collectives au niveau de l'ensemble de l'entreprise, comme par exemple Innovation PME, qui est une initiative qui favorise de manière très claire tout ce qu'on peut faire de manière collaborative avec les startups, pour tout ce qui va tourner autour de l'industrie 4.0. Donc, à ce titre, on va bien évidemment regarder ce qui se passe en matière de réalité virtuelle, en matière de réalité augmentée, en matière d'IoT, et donc tout ce qui peut tourner autour de ces développements très spécifiques qu'on pourra implanter par la suite localement. Alors ça paraît très générique, mais je vais essayer de donner quelques exemples simples. On emmène ces entreprises à avoir ce qu'on appelle, entre guillemets, des bacs à sable au sein de nos usines, de nos chantiers, avec des développements très spécifiques. Par exemple, une entreprise qui s'appelle Diota, qui est à la fois en région parisienne et sur Toulouse, on l'a emmenée pour qu'elle nous aide à nous développer sur des outils d'inspection en réalité augmentée. Une autre entreprise de Nancy nous a aidé à développer le Street View du nucléaire qu'on déploie par exemple au sein d'usines de La Hague. Ou enfin, avec une autre entreprise, Air Access, on a utilisé des drones pliables, parce qu'il faut pouvoir les introduire dans ce qu'on appelle dans notre jargon les zones 4, c'est-à-dire les zones fortement irradiées, pour pouvoir mener là même des inspections. Donc c'est vraiment cette conjugaison forte entre l'initiative et l'innovation d'une PME, quelle que soit finalement son implantation sur le territoire, qu'on va emmener au plus près de notre outil industriel, et donc très clairement nos usines, nos chantiers. Et ce qu'on a comme retour, c'est que la référence que ces entreprises peuvent mettre par la suite en avant sur la thématique, quand on a travaillé avec vous dans le nucléaire, on est capable d'intervenir à peu près partout, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement chaud au cœur, parce que non seulement elles nous ont rendu service, mais quelque part on se dit que d'un point de vue collaboratif, on les a amenés à se développer. Alors ça amène du coup très, très naturellement à s'interroger quelle est notre implantation dans les territoires. Et là, très clairement, on se veut être un acteur économique profondément engagé dans nos territoires. Je rappelle juste que en 2020, malgré la crise que l'on a connue en termes de pandémie,
nous avons recruté 1000 CDI et nous avons offert 500 places à des alternants. Donc, on continue à recruter et on continue à recruter au plus près de nos besoins, c'est-à-dire dans nos usines ou dans nos centres d'ingénierie. Donc, très clairement, dans le nord-ouest, en Île-de-France et dans le sud, du côté du Tricastin-Marcoule. Alors, dans le nord-ouest, cette implantation, on l'accompagne par des liens extrêmement forts avec un certain nombre d'organismes, comme par exemple Normandie Incubation, qui est aussi très clairement aussi relié au pôle nucléaire de Normandie Énergie, hein, donc Nucléopolis. Au niveau départemental, on est impliqué dans le comité Alizé. Au niveau un petit peu plus large, on a des liens étroits avec la communauté d'agglomération de Cherbourg. Et on va sur ces actions d'emploi. Après, je le développerai un tout petit peu plus par la suite, jusqu'à des actions de formation. Alors, quel type d'action de formation? Il faut donner des exemples extrêmement précis. Par exemple, on va s'orienter sur des sujets en matière de formation du côté de Valal. Je ne sais pas si vous me voyez encore, parce que mon image me paraît fichée. Oui, donc peut-être on va Et vous m'entendez? régler ça. Oui. Non, en fait, en ce moment, je pense qu'on va revenir vers vous après. On va poser la question à Christophe et puis on va revenir vers vous quand on aura un meilleur visuel. Donc, je vais enchaîner par Christophe Hervé. Christophe qui est directeur de l'action territoriale à la direction du parc du nucléaire et thermique d'EDF. Donc, Christophe, je crois qu'EDF a mis en place des plans d'action territoriale. Donc, je pense que ça serait bien que vous puissiez nous expliquer ce que c'est. Et justement, je crois que c'est autour de vos installations. Et quel type de partenariat vous avez construit. Et donc, à quoi ça sert? En quoi ça sert le plan d'action territoriale d'EDF? Bonjour à toutes et à tous. Merci Valérie. J'espère que la liaison va passer. Peut-être juste en introduction, commencer par vous dire que nous sommes engagés dans un grand programme industriel de très très grande ampleur, puisque vous l'avez vu, vous ne m'entendez pas? J'ai plus de retour. Oui, oui, c'est bon. Non, ça marche. Christophe. Est-ce que vous m'entendez? Ok, donc on a des problèmes techniques. Donc, j'en profite pour prendre une question puisque vos questions commencent à remonter. C'était une question sur la carte de Cécile. C'était savoir si les chiffres montrés par Cécile incluaient uniquement le nucléaire civil ou aussi le nucléaire militaire. Donc, je pense que je peux répondre. Je ne sais pas si Cécile Moi, est disponible. j'entendais. Moi, j'entends bien. J'ai Ouais, pas de problème technique. très bien. Bon, on part vers Oui, vous. alors, oui. Donc, effectivement, les chiffres qu'on présente dans la filière sont bien sur le nucléaire civil, puisque la filière nucléaire, donc le GIFEN, le groupement des industriels de l'énergie nucléaire, on est bien sur le civil et on est sur la production d'électricité d'origine nucléaire, c'est-à-dire que les activités liées au médical ne sont pas comprises dans ces chiffres. Voilà, donc c'est l'industrie nucléaire civile. Donc je rappelle, puisque tu le mentionnes, que le nucléaire est aussi présent dans le territoire pour la médecine nucléaire. Et donc dans le cahier des régions qui est en cours d'édition et que donc vous allez recevoir ou que vous pouvez trouver sur notre site,
On a positionné sur les territoires, grâce à l'aide de la Société française de médecine nucléaire, l'ensemble des hôpitaux qui aujourd'hui pratiquent la médecine nucléaire, puisque vous savez que c'est utilisé à la fois pour le diagnostic et aussi pour la thérapie, et qu'il y a une très forte croissance. Je crois qu'il y a eu l'année dernière plus d'1 million d'actes de médecine nucléaire en France, donc c'est une activité en très forte croissance. J'ai une autre question concernant le flux de salariés de la filière. Est-ce on constate actuellement, en particulier avec la crise économique qui est liée à la crise sanitaire, un afflux de salariés d'autres industries vers le nucléaire? Je crois même EDF a mis en place un programme en ce sens. Oui, alors je dirais pas un afflux, si le mot désigne un transfert très important, donc ça ce n'est pas le cas. Par contre, il y a effectivement donc certaines personnes qui travaillaient dans l'aéronautique, il y a des entreprises qui sont en difficulté. Et donc aujourd'hui, il y a un système de passerelle qui a été mis en place, mais alors c'est par EDF, pas par l'ensemble des entreprises de la filière, et qui est prête à recruter certains profils, puisque, comme je le disais, on a la plupart de nos métiers sont des métiers industriels de pointe, et donc les profils de l'aéronautique peuvent tout à fait trouver leur place dans le nucléaire. D'accord, très bien. Une autre question pour Cécile, donc ça tombe bien. Quels sont actuellement les métiers sous tension dans le nucléaire? Alors, il y a une dizaine de métiers sous tension. Donc, ce sont tous des métiers qui sont des métiers industriels. C'est-à-dire que cette tension va se retrouver de la même manière dans d'autres filières. Donc, on cite très souvent dans les médias les soudeurs, mais à juste titre. Donc, c'est effectivement un métier sur lequel on a du mal à recruter. Il y a aussi les chaudronniers, les tuyauteurs, les mécaniciens machines tournantes, les électriciens industriels, les logisticiens au sens échafaudage. Voilà, donc vous voyez, c'est des métiers assez classiques dans l'industrie, mais qui aujourd'hui attirent moins les jeunes. Et donc, quelles sont les actions mises en place justement pour y remédier? Alors, nous, on va mettre en place des actions d'attractivité, donc c'est-à-dire d'essayer de montrer au plus grand nombre que ces métiers sont des métiers enrichissants, des métiers qui sont variés, qu'on peut évoluer dans cette filière, puisqu'il y a 100 métiers qui sont présents, il y a des différents niveaux de qualification, comme je le disais au départ, et puis que ce sont des métiers qui apportent une satisfaction personnelle dans la mesure où ce sont des métiers de création. Quand on est chaudronnier, quand on est soudeur, on crée quelque chose. Donc l'idée, c'est bien de donner à voir aux gens toutes les caractéristiques de ces métiers pour qu'ils aient envie d'y venir. Donc j'ai entendu dire que certaines entreprises de la filière, soit toutes seules, soit en se regroupant entre elles, on crée même des formations internes à la filière pour pouvoir travailler à la reconversion des personnes. Oui, tout à fait. Alors le sujet des formations, c'est aussi un sujet, hein, puisque aujourd'hui les entreprises considèrent souvent que les jeunes sortis de l'éducation nationale n'ont pas forcément des compétences tout à fait adaptées au monde industriel. Il y a aussi le fait que certains métiers s'apprennent avec l'expérience, hein. Par exemple, le métier de soudeur, c'est un métier qui s'apprend aussi beaucoup avec l'expérience. Donc, fort de ce constat, effectivement, certaines entreprises ont mis en place des centres de formation internes, et notamment dans le domaine de la tuyauterie et du soudage. Et c'est un vrai plus, effectivement. Merci beaucoup, Cécile. Donc, je crois qu'on a Bernard Fontana qui est en ligne. Bonjour.
Bonjour Bernard. Donc Bernard, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu aujourd'hui les implantations de Framatome dans les différents territoires et justement quelles actions vous avez en place en matière de recrutement, formation, écosystème territorial, relation avec vos fournisseurs et puis aussi les actions qualité qui sont développées dans le cadre du plan Excel. Oui, donc Framatome, nous, c'est le réacteur nucléaire ou la chaudière nucléaire plus précisément. Et si nous sommes un peu plus de 14 000 dans le monde, nous sommes plus de 8 000 en France. Donc nous sommes à la fois internationaux et très ancrés dans les territoires français, avec quelques grosses régions. Je citerai en premier Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté, où nous sommes plus de 2500, avec la forge du Creusot, la forge d'usinage, le site de Saint-Marcel, près de Chalon-sur-Saône, avec les cuves, les fabrications de cuves, générateurs de vapeur. À Chalon-sur-Saône, c'est la base de nos équipes qui vont faire la maintenance des réacteurs nucléaires. Et puis il y a le centre technique nucléaire avec les moyens d'essai de notre direction technique et ingénierie. Deuxième grosse région pour nous, c'est Rhône-Alpes. Nous sommes plus de 1000 en ingénierie à Lyon, mais aussi près de 1000 à Romans dans l'Isère. Nous faisons les assemblages combustibles pour les réacteurs. Et puis Cerca, nous faisons des cibles pour le diagnostic des cancers. Nous sommes présents également à Jarry, près de Grenoble, et à Ugine. On prépare les composants pour les combustibles nucléaires. Présents à Grenoble avec une filiale Coris pour la simulation. Donc très grosse région avec près de 3000 personnes. Puis j'oublie pas le Nord avec Jeumont et Maubeuge où nous sommes plus de 600. Faisons les pompes, les commandes de grappe pour les réacteurs nucléaires. Et puis Paimboeuf en Loire-Atlantique, plus de 400. Rugles dans l'Eure et Montreuil-Junier près d'Angers. Alors, ces régions, elles bénéficient des orientations stratégiques de Framatome. D'abord, sûreté, sécurité, santé pour nous et nos sous-traitants. Mais au-delà de ça, grande priorité, ça a été évoqué tout à l'heure, les compétences, le savoir, ce qui fait que nous recrutons plus de 1000 personnes par an. Ça a été le cas l'an dernier, 1065 personnes. Ce sera le cas cette année. On a déjà recruté 247 personnes au cours des 2 premiers mois. Des formations ambitieuses et un programme de knowledge management doté de 50 millions d'euros. Notre ambition, c'est d'être une référence mondiale dans la gestion des savoirs. Pour faciliter l'accès à ces compétences, ça a été évoqué également tout à l'heure, nous faisons des centres d'excellence. Par exemple, un centre d'excellence usinage à Jeumont, dans le Nord, qui va commencer en septembre, et former 40 à 65 usineurs de très haute précision pour la qualité, pour soutenir les productions du site de Jeumont. Au Creusot, il y a un campus pour former les personnes qui forgent. On a l'ambition d'être un centre de référence mondial. Le soudage a été évoqué. Nous avons un centre d'excellence soudage en Bourgogne qui fédère l'ensemble des compétences de Framatome. C'est près de 500 personnes sur le soudage et qui regroupe les écoles de formation de Chalon et de Saint-Marcel, où on forme chaque année 100 à 200 soudeurs, et on compte bien continuer à le faire. Et puis, il y a des formations plus spécifiques. On a lancé l'Inspection Academy, c'est pour former les personnes qui vont aller inspecter nos fournisseurs. À Saint-Marcel, en Bourgogne, cette année, nous allons former 50, et la première promotion est actuellement en cours de formation. À côté de ça, il y a l'école de design des réacteurs nucléaires. On les fait, mais pourquoi, avec quel concept à Lyon? Et la première promotion de 12 personnes a été identifiée. Alors, au-delà de ça, nous faisons de la recherche et du développement, plus de 100 millions d'euros par an, et qui irrigue les régions avec des programmes régionaux comme les programmes de matériaux, de forge, de simulation en Bourgogne. Alors, nous voulons donc être compétents, être de bons industriels et en qualité, ça, tu l'as évoqué tout à l'heure. Et à cet effet, nous investissons 200 millions d'euros par an dans nos usines. Donc ça va dans les régions que j'évoquais, parce que c'est essentiellement en France que nous investissons. Le travail des compétences, mais aussi un travail de standardisation et de stabilisation dans la durée de la marche des usines pour que les opérateurs puissent répéter les gestes, répéter. Et cette stabilité, elle bénéficie aussi à notre supply chain.
Notre autre priorité chez Framatome, c'est d'être agile, donc on veut un siège pas trop gros. Ben ça, c'est bien pour les sites dans les territoires parce que leur rôle est renforcé. Et puis au-delà de ça, bien, il faut aller chercher des commandes en France à l'international avec des effets d'échelle. Donc on a un carnet de 12 milliards. Et là, le rôle de Framatome, c'est de connecter ces territoires à l'international. Typiquement, nous avons des filiales aux États-Unis, au Canada. Nous nous dotons de filiales un peu dans tous les pays d'Europe centrale, proches des clients, avec un flux d'activité locale. Et puis lorsqu'il y a des gros contrats, mais on fait monter en tension les sites français. Et puis, on s'interdit pas de faire quelques acquisitions spécifiques là où il y a des compétences qui nous intéressent. Ça a été le cas de Foxguard Solutions aux États-Unis dans la cybersécurité. Et ensuite, on déploie ces programmes en Europe. Et évidemment, la France est un bon candidat pour ça. Et lorsque il y a aussi besoin de sécuriser des compétences, on fait des acquisitions via en appui de la filière. C'est le cas en ce moment avec les équipes de Rolls-Royce Civil Nucléaire à Grenoble, où il y a plus de 500 personnes très spécialisées dans les systèmes de contrôle-commande. Et Rolls-Royce considère que c'est, pour le nucléaire, Rolls-Royce considère que c'est moins stratégique pour eux. Nous, on considère que c'est très important que ces compétences soient maintenues. Et il y a un programme en ce moment donc d'acquisition de ces compétences. Voilà un petit peu comment tout ça marche. Alors évidemment, l'important, c'est que nos collègues soient motivés, soient heureux d'être Framatome, heureux d'être dans le groupe EDF, heureux d'être dans la filière nucléaire. Et donc, on est attentif à ça. Et on est fiers que 87% des salariés de Framatome soient fiers d'être Framatome et que près de 80 recommandent Framatome à leur famille ou à leurs amis comme un bon employeur. Voilà, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard. Donc je crois que Christophe est revenu. Voilà Christophe. Donc bon, merci d'être là. Donc je repose la question de tout à l'heure, c'est-à-dire donc Christophe, vous êtes en charge des programmes d'action territoriale chez EDF. Donc qu'est-ce que c'est les actions territoriales chez EDF? À quoi ça sert? Pour cette interruption. Donc, en préambule, peut-être commencer par dire que nous sommes, EDF, engagés dans un programme industriel de très très grande ampleur. Vous avez vu que l'autorité de sûreté nucléaire nous a rendu un avis générique en février dernier sur les 4e visites décennales du palier 900. Juste un petit point à avoir en tête quand on parle d'emploi et d'activité industrielle. Une VD, enfin une 4e visite décennale, ça représente en gros 5 fois le volume d'activité de ce qui a été réalisé sur la 3e visite décennale. C'est vous dire quelle est l'ampleur des travaux qui sont à réaliser. Mais au-delà même de cette dimension d'ampleur de chaque visite décennale, le programme lui-même est assez conséquent, avec forcément un impact sur l'activité de nos sites. Un impact conséquent dans la mesure où cette année, par exemple en 2021, nous aurons à mener de front 5 visites décennales sur le palier 900, mais également le programme, j'allais dire, habituel pour le reste des ouvrages, avec deux 3e visites décennales pour le palier 1300 et une visite décennale, la seconde, pour le palier N4. Donc vous dire qu'une activité industrielle répartie sur l'ensemble du territoire qui est assez importante. Notre volonté, évidemment, c'est de renforcer autant que faire se peut, notre capacité de travailler avec le tissu local, au plus près des territoires. C'est pas toujours très simple, c'est pas le plus facile, mais les choses progressent et avancent dans la durée. Déjà, pour commencer, nous avons proposé au pouvoir public et puis aux collectivités territoriales de mettre en place auprès de nos sites ce que nous avons appelé les instances de concertation et de coordination, les ICC. Donc, ils sont co-présidés par les collectivités territoriales, par le président de l'EPCI du territoire, les pouvoirs publics, le conseil régional et puis évidemment le directeur du site. Cette ICC se réunit en séance plénière 2 fois par an, mais surtout à des groupes de travail qui se réunissent tout au long de l'année autour des questions d'emploi, de formation, d'adaptation des infrastructures locales, par exemple. Ces ICC rassemblent l'ensemble des acteurs de la formation, évidemment l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, mais on retrouve aussi le conseil régional, on retrouve également Pôle emploi ou même les agences d'intérim et évidemment les associations de prestataires. L'objectif de ces structures, en fait, c'est que nous partagions ensemble nos besoins,
notre programmation pour voir de quelle façon on peut, avec les acteurs territoriaux, engager le travail pour favoriser la main-d'œuvre locale, notamment. Sur les achats locaux, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que après avoir mis en place un certain nombre de processus, de procédures, notamment dans le cadre de nos appels d'offres, avec des critères de mieux-disance, avec un certain nombre de considérations de cet ordre, on a réussi à renforcer la part locale d'achat sur les territoires. Il faut avoir en tête aujourd'hui que, en gros, un achat sur 3 d'un CNPE s'effectue auprès d'entreprises du territoire. C'est à peu près le critère qu'il faut avoir en tête. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 2020, ça représentait à peu près près de 850 millions d'euros répartis sur un peu plus de 5000 entreprises. Donc c'est important de notre point de vue. On doit encore faire mieux, poursuivre le travail de proximité avec les CCI notamment, pour mettre à disposition des entreprises les informations nécessaires pour qu'elles puissent se rapprocher des principaux prestataires avec lesquels nous travaillons pour pouvoir intégrer les différents marchés. Le travail important qui a été fait et qui continue à être fait d'ailleurs par le GIFEN pour évaluer cette dimension d'emploi local et puis d'impact territorial de notre activité dans l'économie locale, c'est un travail considérable. On a également une autre source, puisque l'INSEE, dans la région Centre-Val de Loire, a sorti il y a quelque temps une étude assez complète sur l'impact territorial de l'ensemble de nos centrales. Je vous rappelle que sur le Centre-Val de Loire, nous avons 4 centrales, 12 unités de production, 12 tranches, également des unités d'ingénierie. Et ce que l'on peut dire, c'est que nous en sommes aujourd'hui sur cette région à 6200 emplois directs EDF et 2300 emplois de prestataires directement liés aux commandes que passent les centrales nucléaires sur ce territoire. Donc un impact considérable sur l'économie locale. On peut aussi redonner des chiffres un peu nationaux si vous le souhaitez, mais en 2019, l'ensemble de l'activité d'EDF sur le territoire, c'est 30 000 emplois directs, salariés et prestataires permanents. Ça représente 1,8 milliard d'euros de masse salariale, avec 1,4 milliard d'euros de taxes de fiscalité locale, je parle bien de la fiscalité locale, et donc j'évoquais tout à l'heure pour 2020 le montant de 848 millions d'euros d'achats passés auprès de plus de 5000 entreprises. Donc voilà, une action territoriale. J'ai toujours tendance à dire qu'on parle de production centralisée, mais certes, production centralisée, mais largement répartie sur l'ensemble du territoire, dans toutes les régions de France, et avec une volonté d'être au plus près des acteurs du territoire, dans cette période de crise en particulier, pour favoriser le monde industriel et l'économie dans nos régions. Par rapport, pour reprendre la question qui était posée tout à l'heure et auquel a commencé à répondre Cécile, Christophe, Bernard, est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez dans vos activités, parmi en particulier vos fournisseurs et vos prestataires, l'effet de la crise, en particulier venant d'autres secteurs? Est-ce qu'il y a des actions particulières que vous mettez en place pour soutenir ces prestataires? Est-ce que vous recevez aussi des CV d'autres secteurs? Est-ce que vous avez des employés qui sont attirés par contre par d'autres secteurs? Comment vous voyez un petit peu ces échanges entre les différents secteurs industriels au niveau du terrain? Côté Framatome, le taux d'émission est faible, il est inférieur à 1%. Les salariés sont attachés à l'entreprise, et d'ailleurs c'est une politique de l'entreprise de les conserver longtemps, parce que ça participe de notre politique de ressources et de compétences. Oui, on reçoit pas mal maintenant de CV, en particulier de l'aéronautique, dans un certain nombre de nos métiers. Et puis, oui, on a des sous-traitants qui sont aussi sous-traitants de l'aéronautique, de l'automobile, et qui sont impactés par la crise, qui sont fragilisés. Alors nous, l'aide qu'on peut leur donner, c'est de tourner. On amène de la charge. Comme je disais tout à l'heure, on a un programme, par exemple, Juliette, qui consiste à garder stable, en marche, nos sites, indépendamment des lancements ou pas de projets. Sinon, on ferait du stop and go. Et ça, c'est un élément très stabilisateur qui bénéficie à nos fournisseurs. Mmh.
Absolument. Christophe? Si je peux juste compléter un petit point, effectivement en ligne avec ce que vient de dire Bernard Fontana pour la partie Framatome, on a des contacts aujourd'hui en particulier avec l'industrie, le monde de l'industrie aéronautique, dans certaines régions, je pense à Occitanie en particulier, pour voir de quelle façon on peut organiser un peu mieux encore l'information et permettre l'accès de ces entreprises sur les marchés que nous sommes en train de passer pour notamment le grand carénage. Merci. Donc, je crois que Guillaume nous a rejoint. Donc, Guillaume, on avait commencé à parler des activités d'innovation d'Orano en particulier, avec un certain nombre d'entreprises dans le numérique. Et donc, est-ce qu'on peut repartir aussi un peu de la présence d'Orano dans les différentes régions de France et justement de l'écosystème autour des sites d'Orano? Oui, donc excusez-moi pour les interruptions. Ce que je cherchais à expliquer, c'était que l'innovation, du coup, était étroitement liée aux aspects emploi et formation. Donc, sur les aspects emploi, juste pour rappeler que l'an dernier, on avait recruté plus de 1000 personnes en CDI, plus de 500 personnes en alternance, et que, bien évidemment, on le faisait au plus près des territoires, c'est-à-dire de nos besoins, que ce soit dans les usines ou dans le centre d'ingénierie. Et cela s'accompagne bien évidemment de formations, d'initiatives en matière de formation qui sont particulièrement ciblées. Ce que je voulais donner à titre d'exemple, par exemple, du côté du Cotentin, donc du Nord-Est, nous avons, et ça a fait l'objet de questions précédemment, bien sûr, l'accompagnement en matière de formation de soudeurs, aux côtés d'EDF, de Naval Group, ainsi que de CMF. Mais nous avons aussi des actions sur l'école d'usinage qui est en train de se créer à Valogne, ou que ce soit le parrainage pour le retour de demandeurs d'emploi sur le marché du travail. Nous avons le même type d'initiative du côté du Tricastin, avec bien évidemment un certain nombre d'actions en matière de soutien à la revitalisation économique de nos territoires, puisque nous avons, avec un budget supérieur au million d'euros, plus de 58 projets qui représentent à peu près 529 emplois, enfin 530 emplois du côté de l'ensemble Tricastin Marcoule, qui sont soutenus par Orano ainsi que les services de l'État. Et de même, nous avons spécifiquement localement des programmes spécifiques en matière d'inclusion de personnes pour le retour à l'emploi de ces personnes-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est l'initiative en matière d'innovation qui se dirige principalement, mais pas uniquement, vers les startups et les PME innovantes. On cherche après à le déployer aussi par des initiatives très précises localement en matière de formation. Alors sur la formation, j'ai une question qui est remontée. Alors j'en profite pour vous inciter à continuer à poser des questions. Donc pour ça, je le rappelle, vous quittez le mode plein écran et donc vous avez une interface qui vous permet de poser des questions. Donc une question qui est remontée, c'est que le nucléaire est une industrie au temps long. Donc est-ce que aujourd'hui l'éducation nationale a des dispositifs adaptés justement pour répondre aux besoins des industriels dans les temps longs? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors moi je peux répondre, je peux apporter un élément. Oui. Alors je peux apporter un élément de réponse par rapport à l'EDEC dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là c'est un travail qui est fait justement avec l'État. Où on part d'un diagnostic qui est partagé sur les futurs besoins et donc sur la nécessité éventuelle de mettre en place des formations adaptées. Et donc ça, c'est bien en partenariat avec l'État et on est bien sur une analyse des besoins à moyen, voire à long terme. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose ou Oui, Bernard Fontana, si tu veux. Oui. Certes, il y a l'éducation nationale, mais dans le temps long, il y a aussi ce qui est à notre main, c'est la gestion des pyramides des âges, pour éviter des stop and go. Et donc, je pense que c'est une
objectifs, en tout cas pour Framatome, c'est le cas de la filière, c'est de gérer correctement les pyramides d'âge, c'est-à-dire de garder des flux. Parce que c'est dur de monter des programmes de formation, il faut les alimenter régulièrement. Et tout à l'heure, j'évoquais Juliette, qui est un programme justement de stabilisation. Donc pour moi, le temps long se conjugue aussi avec continuité des flux. D'accord. Une autre question, donc le numérique est en train de faire son arrivée dans le nucléaire. Donc comment justement développer les compétences de la filière dans le numérique? Est-ce que ça se fait par des partenariats comme parlait tout à l'heure Guillaume? Est-ce que ça se fait par des nouvelles embauches, des formations spécifiques? Est-ce que aussi les besoins du nucléaire en matière de numérique sont spécifiques? Alors, c'est Guillaume, je vais compléter un peu le propos de tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a des partenariats parce que il faut échapper au syndrome de ce qui n'est pas fait maison n'est pas valable. Mais ça repose aussi sur le développement de compétences internes. Tout à l'heure, on parlait du temps long. Je pense que les actions de formation au sein de nos entreprises pour maintenir les compétences et continuer à progresser en permanence, et le numérique est une matière qui est sans arrêt mouvante, sont tout aussi fondamentales. Donc, ça passe aussi en numérique sur du recrutement de compétences externes qui arrive, et là pour le numérique, très clairement plutôt par les jeunes que par les anciens, et par des actions de formation interne pour redéployer de manière collective en interne pour aller progressivement vers ce qu'on appelle la continuité numérique, notamment pour les métiers d'ingénierie qui sont absolument fondamentaux en la matière et qui aideront d'ailleurs aussi des changements des modes d'exploitation tels que, par exemple, on est en train de commencer à en voir le jour au sein des usines d'Orano. Christophe Hervé, pour rebondir sur ce que dit Guillaume, que je partage aussi pour EDF, l'idée quand même, c'est aussi de partir du constat que ces compétences numériques, y compris à l'externe, sont souvent des compétences rares. Hein. Donc, on a aussi des évolutions à porter sur nos propres ressources et à accompagner nos collaborateurs pour les aider à se positionner sur les filières d'avenir au sein de l'entreprise, dans le cadre du déroulement de leur carrière. Et évidemment que le numérique est un secteur de choix pour repositionner les uns et les autres et leur permettre de leur proposer des parcours dans la durée. Oui, et pour Framatome, le numérique est aussi un challenge. Donc nous investissons 50 millions d'euros par an pour numériser Framatome avec deux objectifs. Un objectif, c'est d'améliorer notre efficacité interne, et un deuxième objectif, c'est de créer des solutions pour les clients. Et donc tout ce qui relève de l'amélioration d'efficacité interne, oui, ça passe par des partenariats mais aussi des recrutements pour être capable de le maîtriser. Et tout ce qui ressort de créer des solutions pour les clients, là, ça peut être des partenariats avec des clients, voire des petites acquisitions où on peut bénéficier de l'expérience d'entreprises qui sont développées sur des créneaux spécifiques. Tout à l'heure, j'évoquais Foxguard Solutions, c'est tout à fait ça. C'est une entreprise qui s'est développée sur les diagnostics de cybersécurité dans les centrales nucléaires américaines, qui a ensuite offert des solutions modulaires. Et là, on peut bâtir des propositions de valeur aux clients et les déployer à l'international. Donc finalement, c'est, comme l'ont dit les intervenants précédents, c'est un peu l'ensemble de la palette qui peut être mise en œuvre en fonction des objectifs qu'on se donne. Alors justement, sur le numérique, une question de cybersécurité. Comment on fait pour faire du numérique dans le nucléaire? En particulier, comment on fait pour échanger des informations d'une entreprise à une autre? Et comment, évidemment, quels sont les challenges posés qui sont spécifiques au nucléaire? Ben, on est très prudent et effectivement c'est plus compliqué qu'ailleurs. J'ai en tête du fait d'une intervention dans une centrale européenne et nous ne pouvions plus mettre nos équipes dans le site, donc il a fallu mettre en place une plateforme pour travailler ensemble. C'est sûr que quand on prend les contraintes de cybersécurité des différents intervenants, il a fallu une certaine motivation pour réussir à se connecter. Mais on y arrive, donc effectivement, il faut qu'il y ait une expertise. Et on y arrive, et puis un certain nombre de précautions sont effectivement prises pour protéger les centrales nucléaires ou les fichiers des intervenants.
mais ça peut se faire. Alors là, Alors, au j'ai une niveau, question. Oui, juste, pardon, je peux vas-y. rajouter, juste Valérie, excuse-moi. Donc, au niveau du GIFEN, on a plusieurs groupes de travail en fait sur le numérique, puisque notre ambition, c'est de développer des plateformes justement de communication entre les industriels et leurs donneurs d'ordre. Et la cybersécurité fait évidemment l'objet d'un travail très spécifique. Donc, on a un de nos groupes de travail qui est sur le sujet. Au-delà de ça, évidemment, on est connecté avec les projets européens d'hébergement des données en Europe, donc avec des clouds sécurisés. Donc, bien sûr, on suit ces projets pour pouvoir ensuite être cohérent avec eux. Merci. Et je rappelle, Alors, oui, pardon. juste si tu veux bien, Christophe, côté EDF, juste dire que nous faisons partie des OIV, hein, les organisations d'importance vitale. Donc, cette question de la cybersécurité est très très encadrée par les pouvoirs publics. Et l'ensemble du travail que nous réalisons sur nos sites et au-delà d'ailleurs, en lien avec l'exploitation nucléaire notamment, évidemment, est très encadré, très surveillé, fait partie de process très spécifiques. Comme le disait Bernard Fontana, ça complique forcément un peu la relation avec certains types de partenaires qui peuvent intervenir sur les centrales. Mais tout le monde comprend bien que ça n'est pas une question. Bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui me dit Et qu'on c'est à va... relier de manière très... Excuse-moi, Valérie, Oui, je termine juste. Et c'est à relier aussi très précisément avec toutes les mesures qu'on prend en matière aussi de protection physique, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et absolument. réciproquement. Absolument. Alors, quelqu'un qui me dit, est-ce que vous recrutez que des métiers techniques? Est-ce que vous avez aussi des recrutements de profils non techniques? Alors, chez Framatome, on recrute essentiellement des métiers techniques, mais pas que, parce que on souhaite que les fonctions support soient lean, mais très bonnes. Donc, on a aussi à la recherche d'excellentes personnes de siège, et c'est grâce à ces personnes qu'on peut redégager de la performance sur un certain nombre de fonctions. Mais ceci dit, la majorité des recrutements est technique. Et pour EDF, c'est Oui, au également niveau le cas. d'Orano, je confirme, c'est là. Voilà. Voilà, c'est des métiers techniques. Alors après, j'ai des questions sur les SMR et sur le programme de nouveaux EPR. Donc, où en est-on sur le programme de nouveaux EPR? Est-ce que vous vous y préparez au niveau des territoires? Et pareil, où serait le premier site pour un futur SMR français? Christophe Hervé pour EDF. Évidemment que le programme est en œuvre, est à l'action, avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir proposer un premier schéma d'organisation et je dirais presque je cherche le mot, pardon, un premier jet de solutions techniques. La question du territoire d'implantation, c'est encore un petit peu anticipé pour l'instant. Est-ce que Bernard, tu veux répondre sur le programme EPR? Sur le PR, d'abord, il y en a deux qui tournent là en ce moment. Il y en a un qui est le Taishan 2 va être entré en outage le 2 avril. Donc, il va s'arrêter, mais c'est prévu. C'est pour faire son entretien. Un troisième à Kiloto où les premiers éléments de combustible ont été chargés ce week-end, dès samedi. L'annonce a été faite vendredi et les premiers ont été chargés samedi. Évidemment, toute l'équipe de France est mobilisée sur Flamanville. Il y en a deux donc à Hinkley Point. Et en ce moment, toutes les équipes, Framatome, avec EDF, parce que c'est EDF le chef de file, Framatome, nous préparons une offre pour 6 EPR en France. Et ça nous occupe bien, sans compter les offres qui sont en cours de préparation pour l'exportation. D'accord. Et donc, au niveau des territoires, il y a déjà des activités qui ont commencé sur le programme, même si aucune décision n'a été prise? Alors, tout à l'heure, je répondais pour SMR, on est d'accord, hein? Ah oui. Sur EPR, les choses sont effectivement un petit peu différentes. Comme le disait Bernard Fontana, nous allons remettre
à la fin vers le mois de juin, à la mi-année, une proposition au gouvernement, et puis au cours dans laquelle nous préciserons les différentes options d'implantation de territoire sur 3 paires de tranches, sans doute sur 4 territoires. Donc aujourd'hui, oui, les choses avancent. Et d'ailleurs, vous avez vu que dans la presse notamment, que de nombreux acteurs territoriaux, je pense à les acteurs de Normandie, je pense aux acteurs du Hauts-de-France, je pense à des élus et des acteurs économiques également de la région Aura et un peu plus largement, se mobilisent et nous font savoir qu'ils sont très intéressés pour pouvoir nous accompagner et accompagner EDF dans la réalisation d'EPR sur leur territoire. Mais je rappelle que le calendrier de décision posé par les pouvoirs publics sera sur le prochain quinquennat. Pour l'instant, nous proposons une offre et aux politiques de décider ce qu'il sera nécessaire et utile de faire le moment venu. Bon, je vous remercie beaucoup pour toutes vos réponses. Je remercie les personnes qui nous regardent pour leurs questions. Donc, je rappelle que nous aurons maintenant, à partir de cet après-midi, 10 sessions dans 10 régions de France, où donc nous aurons des acteurs locaux cette fois-ci qui vont décliner dans leur région ces thèmes que nous avons vus à la fois ce matin, le thème du nucléaire comme outil de décarbonation en région, et puis le thème de l'emploi et de la formation. Donc, je vous invite à nous rejoindre cet après-midi pour la première session où nous parlerons de l'Île-de-France. Voilà. Merci beaucoup à tous les intervenants. Et puis, je vous invite aussi à voir les sessions en région vous-même. Et puis, à bientôt. Au revoir, merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.